On va regarder ensemble un dossier cette fois-ci avec une histoire clinique complexe. Il s'agit d'un homme de plus de 60 ans qui a été opéré il y a 3 ans d'une ischémie mésentérique. Il a eu un stent mésentérique supérieur avec nécessité d'une résection d'une partie du grêle qui était nécrosée. Il y a 2 ans, donc, il a présenté une resténose du stent mésentérique supérieur qui a nécessité un pontage en urgence. Et il y a, pour expliquer un petit peu tout ce tableau d'occlusion artérielle multiple, un antécédent de néoplasie testiculaire qui a été traité par radiothérapie lombaire il y a 30 ans. Donc évidemment, à cette époque-là, la radiothérapie, ce n'était pas aussi fin, aussi précis, aussi focalisé que ça l'est actuellement. Et effectivement, il y avait une irradiation qui était globale sur les zones ganglionnaires rétropéritonéales, avec une irradiation des structures vasculaires qui étaient localisées juste à côté, à savoir l'aorte et les artères viscérales, ce qui explique un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Le patient actuellement est asymptomatique, donc il a son pontage qui a permis de reperméabiliser la pénétration du stent mésentérique supérieur, et donc actuellement il est complètement asymptomatique malgré la résection d'une partie non négligeable de son intestin grêle. Dans le cadre de son suivi, un angioscanner aortique et abdominal est demandé, et c'est cet examen qu'on va regarder ensemble. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et comme toujours, c'est un immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, si vous ne me connaissez pas, je partage des cas cliniques d'imagerie, principalement dans les domaines que j'affectionne, le cardiovasculaire, l'imagerie thoracique, l'imagerie des urgences. C'est un cas d'imagerie vasculaire assez cogné aujourd'hui. Vous avez vu un patient avec de très lourds antécédents qui a été multi-opéré pour des ischémies mésentériques, a priori dans les suites d'une radiothérapie lombaire pour une néoplasie testiculaire qui a été guérie. Et donc un patient qui finalement est plutôt pas mal puisqu'il est actuellement complètement asymptomatique malgré ses lourds antécédents, et un angioscanner demandé en on va dire référence / suivi de sa pathologie. Donc là, clairement, le minimum du minimum du minimum en termes de protocole, c'est un temps artériel abdominopelvien et un temps veineux plutôt 80-90 secondes, abdominopelvien. Ça, c'est le minimum. Pourquoi? Puisqu'on va regarder au niveau artériel les différents montages vasculaires qui ont été réalisés, et au niveau veineux, on va s'assurer de l'absence de malperfusion, notamment des anses digestives. La question qui se pose, c'est faut-il faire un passage sans injection? Voilà, alors pour ceux qui sont depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que je ne suis pas forcément un extrême grand fan des passages sans injection. Je pense que ça n'a pas grand intérêt, surtout si on a un passage artériel et un passage veineux, puisque le passage sans injection, l'intérêt c'est de savoir s'il n'y a pas déjà des anomalies spontanément hyperdenses qui seraient déjà présentes et qui pourraient en imposer pour des prises de contraste sur les acquisitions injectées. Là, comme on a 2 acquisitions injectées, on peut les comparer entre elles et voir si les anomalies vont changer de densité, auquel cas c'est du vaisseau, enfin auquel cas c'est du produit de contraste, ou si au contraire la densité reste stable, auquel cas c'était déjà quelque chose qui était déjà présent avant. Du coup, là, le sans injection, je ne suis pas particulièrement fan. Voilà, ça ne me choquerait pas qu'on le fasse chez un patient qui va de toute façon avoir et a déjà eu de très nombreux scanners. On peut se dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'irradier plus, même si ça a déjà été fait chez lui pour le coup. Du coup, AP artériel, AP portal 80-90 secondes, nécessaire et suffisant, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Voilà, c'est parti, on va voir les images. Alors, je pense qu'il faut s'accrocher, parce que là, clairement, ça va pas être facile. On commence par une petite reconstruction 3D. Vous voyez ici, donc ce qui est génial avec le scanner, c'est qu'on peut vraiment faire joujou avec la totalité du volume. Et vous voyez, on va un petit peu mettre
en transparence partielle l'os, qui va nous permettre de mieux dégager l'aorte dans sa globalité. Vous avez ici la partie inférieure du cœur, vous avez l'aorte abdominale, la jonction thoraco-abdominale est quelque part par ici, et vous avez donc ici l'aorte avec la bifurcation aortique et les artères iliaques. Et vous voyez que l'aorte est le siège de calcification extensive extrêmement sévère. Vous voyez, alors on peut effacer complètement la totalité de l'os, et puis on peut régler le contraste de manière à faire ressortir les calcifications. Vous voyez que ces calcifications, elles sont circonférentielles sévères, ça fait un manchon aortique complet. Alors ce type de calcification, une aorte quasi porcelaine, ce type de calcification athéromateuse se voit quand même assez rarement. Généralement, les calcifications athéromateuses ne sont pas aussi sévères et surtout, elles sont un petit peu plus irrégulières et un petit peu plus anfractueuses, ce qui là n'est pas trop le cas. Et puis aussi, vous avez des contours assez nets. Vous voyez, si on remet là ici les vaisseaux, et bien vous voyez que globalement, ça s'arrête de manière assez franche avec une découpe très claire entre ce qui est calcifié et ce qui n'est pas calcifié. Et ça, c'est typique de lésions post-radiques. Vous avez des champs d'irradiation qui sont marqués, vraiment délimités de manière extrêmement claire. Et la zone dans le champ d'irradiation va évoluer vers la calcification. La zone en dehors, elle, ne va pas évoluer. C'est pour ça qu'elle est quasi normale et que vous avez une délimitation aussi franche entre les structures. Alors, ces calcifications, elles sont à l'origine de quoi? Elles sont à l'origine de sténoses sur les artères viscérales. Les artères viscérales, vous les voyez ici, on va zoomer un petit peu. Donc vous avez ici une artère qui va aller vers le foie, vers la rate et vers l'estomac, qui est le tronc cœliaque, vous voyez, qui est extrêmement calcifié. Cette artère ici qui va vers l'avant et qui descend, c'est l'artère mésentérique supérieure, qui va aller vasculariser une large partie du tube digestif. C'est cette artère-là qui s'était bouchée il y a quelques années et chez qui le patient avait eu besoin d'un stent. Le stent, on le devine ici, c'est ce stent qui s'est retromposé il y a 2 ans et chez qui on a réalisé un pontage. Alors le pontage, on le voit ici, vous le voyez, il démarre sur la portion en zone saine de l'iliaque commune gauche. Vous voyez qu'il fait un petit kink qui vient comme ceci pour aller s'anastomoser là, ici, avec la suite de l'artère mésentérique supérieure. Pas mal, franchement, ça c'est du pontage de haute voltige. C'est un pontage veineux, un greffon veineux, probablement saphène, qui va réaliser l'apport de sang directement depuis l'iliaque jusqu'à la suite de la mésentérique supérieure. Vous avez ici une artère qui est l'artère mésentérique inférieure, que l'on voit qui est perméable, qui va donner quelques branches collatérales. Et donc, pour la vascularisation digestive viscérale, vous avez 3 branches qui sont impliquées. Vous avez l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure et le tronc cœliaque. Et donc, la règle classique, c'est qu'il faut qu'il y ait une lésion sur 2 des 3 branches, une lésion, c'est-à-dire une oblitération ou une sténose serrée, pour qu'il y ait une conséquence sur la vascularisation. Si vous n'avez une lésion que sur une seule branche, généralement, les collatéralités entre les artères et le jeu des collatéralités fait que l'apport sanguin pour le tube digestif reste suffisant et il n'y a pas d'ischémie. Quand vous avez une atteinte sur 2 ou 3 branches, quand cette atteinte est brutale, sévère, c'est une ischémie aiguë. On a déjà vu ces cas, je vous remets le lien. Quand c'est une atteinte qui est un petit peu plus chronique, évolutive, avec des sténoses qui se constituent sur plusieurs années, on va aboutir à une ischémie mésentérique chronique. C'est un angor mésentérique. Et donc, le patient a des douleurs après les repas. Ces douleurs disparaissent une fois les repas passés. C'est vraiment des douleurs à la digestion. Là, ici, notre patient n'avait pas cela. Il était complètement asymptomatique. Alors, on a vu ici les images 3D. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur les coupes. C'est toujours beaucoup plus intéressant de regarder nos coupes axiales. Donc, vous voyez que le patient a aussi également eu un TAVI. Donc là, ici, vous avez l'aorte abdominale. Vous voyez que sur l'aorte thoracique, les calcifications sont un petit peu moins marquées, alors que sur l'aorte abdominale, elles sont véritablement
circonférentielle. Donc là, ici, vous avez l'aorte avec ses calcifications circonférentielles. Vous voyez, c'est aussi intéressant par rapport à l'athérome. C'est exclusivement des calcifications. Il n'y a quasiment pas de portion non calcique au sein de la lésion. Vous avez ici l'artère mésentérique supérieure. Cette artère mésentérique supérieure, vous le voyez, est oblitérée. Pourquoi est-ce qu'elle est oblitérée? Parce qu'il y a des calcifications monstrueuses à l'intérieur. Et donc, vous avez une reprise un petit peu plus en distalité. Cette reprise plus en distalité, elle est le fait des collatérales mésentériques supérieures. On descend. Vous avez ici l'artère mésentérique supérieure avec le stent. Alors, on va régler le fenêtrage. Vous voyez le stent qui commence ici, qui se prolonge ici et qui se termine ici. C'est le stent qui a été posé il y a quelques années, pendant l'ischémie aiguë. Vous voyez que sur ce stent, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ici une compression par les calcifications, avec une resténose du stent par compression extrinsèque. Et vous voyez ici, le stent est oblitéré. Pourquoi? Là, vous avez du produit de contraste. Là, vous avez du produit de contraste. Là, il n'y a pas de produit de contraste. Alors ici, ça peut être intéressant d'aller regarder un petit peu plus en détail dans d'autres plans ce qu'il se passe. Pareil, c'est la magie du scanner. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et donc, vous voyez, hop, on a ici le début du stent, le milieu, la fin du stent, et effectivement, la compression extrinsèque par les calcifications avec l'oblitération post-ostiale. Donc ça, c'était arrivé, et le patient a été ponté. Et donc, le pontage, c'est celui que l'on voit ici, qui va démarrer sur un versant relativement sain de l'iliaque commune gauche, et qui va remonter, là, ici, on le suit, 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 avec l'anastomose. Ici, vous voyez les différents clips à hauteur de l'anastomose, et tout ceci pour aller alimenter des branches jéjunales de l'artère mésentérique supérieure. Alors pareil, ce pontage, vous le voyez, en coronal, on le voit vraiment extrêmement bien. Il y a effectivement une petite coudure à la portion proximale, mais il est tout à fait perméable. Il y a une petite ectasie à la distalité, ce qui est tout à fait normal et attendu. La troisième artère étant l'artère mésentérique inférieure, que vous voyez ici et qui présente une sténose ostiale calcique extrêmement serrée. Donc là, ce patient, il vit majoritairement sur son pontage, puisque le tronc cœliaque est oblitéré, et l'artère mésentérique inférieure est oblitérée, et le stent mésentérique supérieur est oblitéré. Donc clairement, il y avait une nécessité d'une revascularisation, et c'est pour ça qu'il était redevenu symptomatique quand le stent s'était oblitéré. Il y avait une nécessité de faire ce pontage. Donc ce pontage a très bien marché. Pour l'instant, il tient. Vous voyez que vous avez aussi des sténoses sur les artères rénales de manière bilatérale, avec des stents au niveau des artères rénales. Ces stents sont de plus petite taille que le stent mésentérique supérieur. Forcément, c'est des artères de plus petit calibre. Mais vous voyez que le stent est globalement perméable, même s'il y a peut-être une petite hyperplasie néo-intimale ici, s'il y a des petits calcifs qui viennent un petit peu comprimer, mais bon, globalement, le stent est relativement perméable. Ici, on peut se demander s'il n'y a pas un petit bec de perroquet là à la portion intraluminale. Bon, globalement, vous voyez à l'intérieur, vous avez un bon rehaussement. Globalement, ça passe au niveau des stents rénaux. Et puis après, vous avez les axes iliaques qui, eux, sont plutôt satisfaisants. Voilà. On n'oublie pas qu'il y a aussi un temps veineux. Ce temps veineux va nous permettre de visualiser le rehaussement des parenchymes. Donc on va vérifier le foie, la rate, les reins, le pancréas, le tube digestif. Vous voyez que l'ensemble présente un rehaussement homogène. Il n'y a pas de zone de nécrose, il n'y a pas de pneumatose, il n'y a pas d'épanchement. Donc vous avez une normalité de ce côté-ci. Et vous voyez, sur la 3D, on met en évidence encore mieux le caractère extrêmement calcique de l'anomalie aortique. Voilà, on a vu un très joli dossier, très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est déjà d'une part le caractère extensif extrêmement sévère des calcifications vasculaires aortiques. On l'a vu avec un caractère différent des calcifications athéromateuses classiques, donc des calcifications d'origine iatrogène, secondaire à la radiothérapie. Ce qui a été aussi intéressant, c'est de visualiser les conséquences de ces calcifications sur les artères viscérales, tout particulièrement nos artères digestives, tronc cœliaque, AMS, AMI, artère mésentérique supérieure, artère mésentérique inférieure. Nous avons vu que dès qu'il y avait une atteinte des 2 ou des 3 artères, le patient était symptomatique. Il avait fallu lever cette obstruction.
par un stent qui n'a pas été extrêmement efficace, par un pontage qui lui a tenu et qui permet aux patients de rester actuellement asymptomatiques, ce qui, au vu du contexte et au vu de la sévérité des lésions, est plutôt un exploit. Donc bravo à son chirurgien, bravo aussi à la médecine. Un beau dossier, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.